Donc après cette première présentation de Michel autour de l'initiative OpenLLM France, donc moi je vais vous parler d'un projet qui est un projet de recherche ANR qui s'appelle donc LLM for All. Et ce projet donc il adresse l'étude de modèles dits LLM. On va rappeler un tout petit peu ce que c'est, même si on en a déjà beaucoup parlé. Donc l'étude de ces modèles dans des contextes particuliers qui sont les contextes de la conversation, et pas n'importe quelle conversation, puisque ce sont des conversations qui peuvent se dérouler dans le cadre d'interactions lors d'appels SAMU. Donc voilà. Donc tout d'abord, juste pour vous préciser le contexte. Donc LLM for All, c'est un projet ANR. Donc les projets ANR sont des projets qui sont financés par l'Agence nationale de la recherche. C'est un projet de 3 ans qui a commencé il y a maintenant 3 mois. Donc on est vraiment au début. C'est un projet de recherche, donc il y a un certain nombre d'ambitions associées à ce projet, et puis de verrous scientifiques et techniques que l'on désire lever. Donc l'appel, c'est un appel thématique spécifique qui avait été lancé par l'ANR autour des technologies d'IA. Et puis donc l'intitulé exact du projet, c'est l'étude et le développement de modèles génératifs, donc ouverts, voix et texte. Donc on va voir qu'on va étudier des modèles génératifs pour la voix et pour le texte. Alors c'est pas un modèle multimodal, parce qu'un modèle multimodal serait un modèle qui ferait la voix et le texte. Nous, on n'a pas, compte tenu du contexte, on n'a pas voulu donc attaquer cette ambition. Et donc on va développer un modèle, on va travailler sur un modèle donc génératif voix et un modèle génératif texte adapté donc au contexte de la conversation. Et donc vous voyez bien sûr le rapport avec le modèle clair qu'on a présenté juste avant. Et on a deux cas d'usage, un cas d'usage dans le domaine de la réunion d'entreprise et un cas d'usage dans l'analyse d'appels d'urgence SAMU. Voilà, c'est un projet de 3 ans et demi. Il y a un site web qui est... Donc le partenaire qui lead le projet, c'est le lauréat. Donc c'est Christophe Cerizara du lauréat qui est le pilote. Donc il y a comme laboratoire de recherche, il y a donc le laboratoire d'informatique de l'école polytechnique qui travaille, on va voir tout à l'heure, sur un certain nombre de thématiques de recherche. L'APHP qui amène le cas d'usage SAMU. L'Inagora qui développe, qui étudie et développe les modèles. Et Hugging Face qui donc est là pour bien nous donner la possibilité de diffuser les modèles et les données. Alors bon, juste un tout petit quelques mots sur les LLM. Donc bon, si on veut être un petit peu technique, donc un LLM, donc c'est une architecture de type deep learning, donc de réseau de neurones profond, spécifique. C'est les architectures qu'on appelle transformers. Donc c'est des transformers. Donc ces transformers, eh bien, ils sont capables de transformer une entrée en une sortie. Quand l'entrée est du texte et la sortie est elle-même du texte, on dit que c'est un LLM, un Large Language Models. Mais si l'entrée peut également être du texte, la sortie de la voix, ou de la voix et la sortie du texte, c'est ce qui nous intéresse. Et donc là, on a un modèle génératif orienté voix. Donc c'est une architecture qui a été inventée par Google en 2017,
qui rencontre beaucoup de succès. Bon, je ne sais pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais cependant, on va voir tout à l'heure, et puis on va essayer de l'expliquer un petit peu. Eh bien, on doit adapter ces architectures pour qu'elles puissent fonctionner dans des cas d'usage spécifiques. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un modèle, de produire donc un modèle conforme à cette architecture pour avoir quelque chose d'utilisable dans un cas concret. Typiquement, un LLM de base, eh bien, qu'est-ce que ça sait faire? Ça sait prendre en entrée du texte et produire en sortie, prendre des mots en entrée et produire en sortie des mots. Donc, c'est un usage assez limité, même si les mots sont vus donc, dans leur contexte. Alors, juste quelques mots, parce que quand on parle de ces LLM, on a tout de suite des chiffres géants, puisque dans LLM, il y a large, donc c'est modèle géant en français. Et donc, on se pose tout de suite des questions de taille du modèle, parce que les modèles contiennent des milliers voire des milliards de paramètres. Donc, quand on vous dit qu'on s'intéresse à un modèle 7B, c'est un modèle à 7 milliards de paramètres. Alors un paramètre dans une architecture neuronale, c'est une connexion qui lie deux neurones artificiels, bien sûr, les neurones de ces architectures, donc des entités qui font des opérations extrêmement simples. Et donc, si vous avez 2 milliards de connexions entre ces neurones, sachant qu'ils sont organisés dans des couches, vous avez un grand nombre de couches. Donc vous avez donc un côté donc nombre de paramètres. Pour entraîner ces modèles, ce qui fait leur succès, c'est aussi le fait qu'ils ont été entraînés avec un très gros volume de données. Et là, on parle de milliards de ce qu'on appelle les tokens. Alors, disons qu'un token, ça peut être assimilé à un mot. C'est pas exactement ça, mais presque. Donc, on a des échelles. C'est du 10 puissance 18 en nombre de tokens. Les tailles des datasets qui sont utilisés. Alors, pourquoi aujourd'hui on peut faire ça? Parce que effectivement, on a à disponibilité des crawls de l'intégralité d'Internet qui nous donnent un très gros volume de données textuelles qui sont utilisées pour générer ces modèles. Une fois ceci dit, une question naturelle se pose, c'est pour un résultat donné, combien il faut que je prenne de paramètres, quel volume de données je dois prendre pour avoir de bons résultats. Alors bon, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'études, des études paramétriques, donc vraiment qui ont essayé de multiples combinaisons. Et il y a un papier qui est référencé par toute la communauté, qui donne quelques règles qui permettent de faire ces mesures. Grosso modo, quelque chose qui a été constaté empiriquement, c'est que plus il y a de paramètres et plus le système peut emmagasiner de connaissances. Ça, c'est assez naturel. De la même façon, on a pensé à un moment donné donc que l'important c'était d'avoir un modèle qui soit le plus gros possible. Il s'avère qu'en fin de compte, c'est pas forcément cet élément-là qui compte. C'est également, et c'est ce que nous disent en gros les Chinchilla Law, c'est qu'il y a une balance à faire entre le volume de données et le nombre de paramètres. Ça paraît assez naturel de le constater. Et par ailleurs, on constate aussi que plus les données sont de bonne qualité et moins on en a besoin. Donc, c'est un peu ce que Michel a présenté tout à l'heure, mais c'est un peu là-dessus nous aussi, on veut miser pour avoir des modèles
des modèles un peu plus petits que ces énormes modèles, type, bien sûr, tous ceux que propose OpenAI avec les différentes GPT 3, 3.5, 4 et maintenant 5. Voilà, donc les objectifs scientifiques qu'on veut adresser dans le cadre du projet, il y en a donc deux grandes catégories. Une première catégorie qui concerne donc la possibilité de mettre à jour en continu ces modèles. Alors, ce qu'on constate au jour d'aujourd'hui, c'est que quand on apprend de nouvelles données à un modèle, eh bien, il a une tendance à oublier les anciennes. Ce qui paraît quelque part pas absurde, parce que nous, on fonctionne aussi un peu comme ça. Alors, c'est ce qu'on veut éviter, ce qu'on appelle le catastrophic forgetting. Donc, on veut éviter ça. Donc actuellement, comment on fait si on veut éviter ça? Eh bien, en fait, on va redonner, on refait des campagnes d'apprentissage où on réinjecte les anciennes données pour un peu dire au modèle de se rappeler, quoi, si on veut utiliser cette analogie. Alors l'inconvénient de cette approche, bien sûr, c'est qu'elle est coûteuse et puis qu'elle est énergivore, puisqu'il faut réapprendre des choses qu'on a déjà appris. Et donc, il y a des architectures de réseaux de neurones qui ont été proposées, notamment donc, par les équipes du Lauréat, pour ce qu'ils appellent les réseaux grossissants, qui permettent donc d'emmagasiner de nouvelles informations sans oublier les anciennes. Un second axe sur lequel on veut travailler, c'est des approches pour réduire la puissance de calcul qui est nécessaire dans les phases de training et puis dans les phases d'inférence. Donc il y a ça c'est mais évidemment on constate que ces modèles consomment énormément de ressources. C'est un problème économique, c'est un problème écologique, etc. Donc on veut proposer des solutions par rapport à ça. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément le training qui consomme le plus, c'est généralement plutôt l'inférence. Surtout si on veut mettre en place un modèle où on a des milliers et des millions d'utilisateurs. Donc les voies qu'on veut étudier, c'est des voies autour de la réduction de taille des modèles, pour utiliser moins de ressources pour pouvoir inférer. Donc une des techniques qu'on va adopter, c'est d'améliorer la qualité des données. Ce que je vous disais tout à l'heure, les lois empiriques là nous disent que quand les données sont de meilleure qualité, on peut avoir des modèles plus petits. Le training, pour améliorer et pour gagner également en vitesse, on a le calcul collaboratif qu'on veut adresser. Et puis, donc pour l'inférence, c'est essentiellement des techniques de distillation et quantisation. Donc, c'est des techniques qui vont en quantisation. C'est à la place de gérer les valeurs en virgule flottante sur 32 bits, vous les gérez soit sur 16, soit sur 8, voire sur 4. Et du coup, vous avez, ça nécessite moins de ressources de calcul. Et distillation, c'est là vous allez diminuer les tailles des modèles en supprimant des informations qui sont pas intéressantes, ou qui sont moins nécessaires. Quelques mots sur le dialogue. Alors, puisqu'on s'intéresse au dialogue, c'est un domaine très important parce que il est mis en œuvre dans de nombreuses interactions humaines. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on va s'intéresser aux appels d'urgence, aux réunions d'affaires, mais il y a plein d'autres configurations, les débats, les tâches collaboratives. Vous faites des discussions sur du chat avec vos collaborateurs pour réaliser une tâche. Donc la plupart
des modèles qui sont disponibles actuellement. Ils n'ont pas particulièrement été entraînés sur des dialogues réels. Et c'est pour ça que nous, compte tenu de notre besoin, eh bien, on s'est focalisé sur cet aspect-là. Donc oui, les caractéristiques du dialogue, c'est souvent issu de paroles. Donc qui dit parole dit diffluence, dit hésitation, dit reprise. Alors j'ai un petit exemple juste après. Dit erreur, perspectives différentes. J'ai un exemple ici. Donc ça c'est un dialogue entre un médecin et puis quelqu'un qui appelle au SAMU. Donc bonjour madame, je suis le docteur d'un ami, le médecin régulier. Donc bon là ce qu'on appelle une disfluence. Donc vous faites des E, des A. Vous avez du dialogue parlé, enfin de la langue parlée, donc qui n'est pas forcément correcte grammaticalement. Vous avez des liens entre ce qui est dit, qui sont implicites, qu'il faut réussir à trouver. Donc là, voilà, bon, on a différentes difficultés qui sont illustrées sur cet exemple. Et donc on voit qu'on a ici une parole à analyser qui est spécifique, sachant que par ailleurs il a fallu préalablement la transcrire puisque c'est un appel téléphonique et là aussi on a des difficultés spécifiques pour transcrire ce type de parole. Oui, alors pour expliquer un petit peu juste ce qu'on a fait pour le resituer par rapport à ce qui est fait classiquement quand on parle de LLM, quand on parle de ChatGPT, en fait, on parle pas de modèle vraiment, on parle pas d'un modèle fondation. On parle de ce qu'on appelle un modèle dédié, donc un modèle dédié aux interactions de type chat. Donc typiquement, les étapes que vous allez suivre quand vous construisez un modèle de type LLM. Donc vous allez rassembler un gros volume de données. Vous allez utiliser ces données pour apprendre donc un modèle qui est conforme donc à l'architecture transformer dont je parlais tout à l'heure. Et là vous obtenez ce qu'on appelle un modèle fondation. Ce modèle fondation, donc, il est juste capable de prédire un mot quand vous lui donnez donc une entrée texte. Il prédit le mot suivant. Si vous lui demandez le mot d'après, il vous donne le mot d'après. Si vous lui demandez le mot d'après, etc. Mais voilà, c'est intéressant parce que ces mots sont contextualisés, mais bon, ça sert, enfin, c'est pas utilisable tel quel. Donc là, c'est ce sur quoi travaillent les gens qui font de l'open source sur les modèles, eh bien Mistral, Falcon, Llama 2 et Bloom, donc qui sont les modèles open source les plus connus actuellement. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais je les ai pas mis ici. Après, si vous voulez faire un modèle vraiment utilisable, vous devez mener donc une campagne, ce qu'on appelle l'instruction fine-tuning, c'est-à-dire que vous allez lui présenter des modèles avec si c'est de la question-réponse que vous voulez obtenir derrière, vous allez lui montrer des questions-réponses. Et vous allez affiner donc votre modèle fondation avec ces questions-réponses. Et après, le miracle de l'approche, si je peux appeler ça un miracle, c'est que, eh bien, une fois que vous lui avez montré suffisamment d'instructions comme ça, eh bien, il sait répondre aux questions. Même des questions que, évidemment, n'étaient pas dans le jeu d'instruction fine-tuning. Même à des questions qui n'y étaient pas. Mais il a appris la logique. Et cependant, ça ne suffit pas forcément. Parce que, bon, il peut quand même ce qu'on appelle halluciner, donc chez ce type de modèle, et se mettre à raconter des choses qui sont pas, qui peuvent être vraies, mais qu'on n'a pas forcément envie d'entendre pour tout un tas de raisons. Bon, et ça c'est ce qu'on appelle l'alignement.
Donc là, l'alignement, c'est vous avez besoin de dire à votre modèle, bah non, là, quand on te demande ça, bah, il faut surtout pas que tu dises ça parce que, je sais pas, bon, pour tout un tas de raisons. C'est pas possible. Donc c'est ce qu'on appelle le RLHF, donc le Reinforcement Learning avec Human in the Loop. Hein. Donc là, vous avez besoin de quelqu'un qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez obtenu ChatGPT. Mais sachant que cette dernière étape, elle est extrêmement lourde, elle demande une intervention humaine. Donc elle demande des gens qui viennent travailler. Et donc nous, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris donc des modèles fondation. Donc pour l'instant, on a pris Mistral, on a pris Falcon, on a fait donc ce qu'on appelle du continual pre-training. Donc on a pris nos données de dialogue, on en avait plein parce qu'on travaille sur ces sujets-là depuis pas mal d'années. Et puis on a obtenu nos modèles clairs, qui sont donc des modèles fondation, au même titre que ceux-là, mais adaptés. Et ensuite, on les a comparés. Il se trouve qu'à l'issue de cette comparaison, hein, ce qu'on a constaté, on avait éliminé l'AMA pour des raisons qu'on pourra discuter par ailleurs, mais donc on a fait que Mistral et Falcon pour l'instant, et puis comme Michel l'a dit, là maintenant on va faire Bloom. Mais on a fait Mistral et Falcon, et sur le français, il n'y a pas photo, hein. Mistral n'est pas performant du tout. Donc Falcon est bien meilleur que Mistral. C'est difficile à dire parce qu'ils se positionnent comme les acteurs français du LLM, mais ils ne sont pas très bons sur le français. Mais bon, je suis sûr qu'ils vont s'améliorer avec le temps. Voilà, bon, je passe là-dessus. On a mis tous nos modèles. On publie donc les modèles sur Hugging Face, les corpus sur Hugging Face. Donc vous pouvez récupérer les corpus. Le code est open source et le papier donc est disponible. Bon, ça c'est si vous voulez jouer donc avec l'outil, vous allez sur Hugging Face, donc sur notre espace. L'espace OpenLLM France, et vous allez pouvoir accéder donc à ce fameux Claire Chat, sachant que c'est un modèle fondation et que donc ce que vous voyez ici, c'est je lui ai mis un prompt, comment vas-tu, et lui m'a écrit tout ça. Hein. Ce ne sont pas des interactions, hein, puisqu'on n'a pas fait d'instruct. Pour l'instant, donc on ne peut pas lui poser des questions pour qu'il donne une réponse sur un sujet donné. Pour l'instant, il ne sait générer que des conversations. Donc il génère des conversations. C'est assez intéressant, ça peut être amusant. Je vous conseille d'essayer. Et donc enfin, j'arrive au cas d'usage. Donc bon, on a travaillé sur le résumé automatique de réunion, mais bon, c'est pas l'objectif aujourd'hui de vous parler de ça. Aujourd'hui, c'est plutôt de vous dire que ce sur quoi on veut travailler, c'est sur l'analyse des appels d'urgence du SAMU. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc et c'est la figure un peu que vous voyez ici. Quand vous appelez les SAMU, vous tombez dans une salle de régulation où il y a des opérateurs qui prennent les appels et qui essayent de qualifier l'appel dans un premier temps pour savoir le niveau d'urgence. Parce qu'il y a des gens qui appellent pour des choses qui ne sont pas forcément hyper urgentes, où on peut les rediriger vers un médecin généraliste de garde. Donc on va essayer d'évaluer le niveau d'urgence, et puis ensuite, eh bien, via des interactions, il y a des questions posées aux personnes qui appellent, eh bien, qualifier l'action à mener. Donc l'objectif du projet, c'est d'aider donc le médecin urgentiste à évaluer le niveau de criticité de l'appel, et aussi à essayer de lui proposer des
questions qui pourraient être pertinentes à poser aux patients lors de l'interaction vocale. Voilà, et ça va nous demander d'une part de travailler sur le modèle de reconnaissance de la parole, donc le modèle transformer qui prend en entrée de la voix et qui produit en sortie du texte, et puis de travailler sur un modèle donc LLM de type question-réponse autour de l'état du patient. Donc si vous avez des questions. La partie intonation de la voix, est-ce que c'est quelque chose qui est retenu par les urgentistes? Est-ce que c'est une information qui est intéressante? Si quelqu'un est paniqué au téléphone, et avec le même contenu lexical, est-ce que ça a plus d'impact dans le... Alors eux, leur métier, c'est un peu d'essayer de calmer le jeu, si je puis dire. C'est-à-dire que quand les appels sont très stressés, il faut essayer de rassurer les personnes pour pouvoir avoir une interaction là. Mais évidemment, c'est une information importante et c'est une difficulté pour les outils de reconnaissance automatique de la parole, sachant qu'on pourrait aussi imaginer utiliser cette information comme indicateur. On ne l'a pas retenu pour l'instant. Donc merci. J'avais une question sur, vous avez montré au début les règles qui ont été découvertes par DeepMind sur Chinchilla, ouais. Et vous, finalement, vous faites une approche où vous privilégiez la qualité et aussi vous faites le continuous learning. Ouais. Et je voulais savoir si finalement, sur ces deux choses-là, on peut créer des métriques qui vont mesurer la qualité, qui vont mesurer à quel point aussi il y a de l'oubli quand il y a du continuous learning. Est-ce que c'est des choses qu'on peut mettre dans l'équation finalement? Ou ça n'en est pas encore là, c'est empirique De toute manière, c'est empirique. De toute façon, c'est empirique. Parce que ces règles-là que j'ai schématisées, mais il y a les papiers, c'est des règles empiriques. Oui, bien sûr. On fit des datas avec des... La question, c'est est-ce qu'on peut mettre d'autres paramètres dans l'équation, comme la qualité on voudrait bien en mettre d'autres. Quelle mesure c'est le but en fait. Alors, dans le cadre du projet, on a soumis un projet d'envergure autour d'OpenLLM France. Et là, oui, on voudrait étendre ces lois pour essayer de mesurer comment, si on fait varier la qualité, on peut faire varier d'autres paramètres tels que la taille pour des résultats équivalents. Sachant que est-ce qu'on peut mesurer le résultat, c'est difficile. Oui. Par exemple, autour de Claire, nous, on a fait de l'évaluation humaine. Donc, on a fait des questionnaires, on a interrogé un certain nombre de personnes, etc. Il n'y a pas de benchmark pour les données en français. L'évaluation est un domaine en lui-même complexe. Mais on peut imaginer, en définissant un premier benchmark, de faire des études, de rajouter des paramètres dans l'équation. Oui, tout à fait, ouais. Et on aimerait bien. Ouais. Bon courage. Mais oui, je pense que c'est possible. Pour rebondir là sur votre question, donc effectivement, ce qu'on fait avec ce que je vous ai présenté juste avant, c'est effectivement encore de l'empirique. On veut démontrer qu'avec le mécanisme en fait, qu'on imagine être, on puisse avoir un premier résultat. Si ça venait confirmer nos intuitions, effectivement, nos amis chercheurs avec lesquels on travaille, eux, vont essayer de modéliser ça. Mais ce que moi j'ai poussé dans le sens de dire, faisons une première phase, ce qui est un peu contre-intuitif pour le monde de la recherche. Les recherches voudraient bien plutôt définir le modèle, un design, et puis après de tester. Vraiment intéressant, là, c'est arrivé cette semaine, on a un papier académique là, qui va sortir avant la fin du mois, qui est une nouvelle méthode d'évaluation de modèles en français, et donc qui a été aussi bâti sur, et dont le modèle qui a été utilisé pour benchmarker, donc c'est effectivement Bloom. Donc ça nous intéresse à double titre, c'est-à-dire qu'en plus, donc, on a déjà une méthode d'évaluation en français qui va être publiée, qui a été tournée sur Bloom, ça tombe bien, c'est le modèle qu'on a retenu,
Donc du coup, ça va nous permettre, à partir d'un benchmark et d'un système d'évaluation dont on n'est pas à l'origine, qui est complètement en fait à l'extérieur, qui a été construit indépendamment de nos travaux, de faire en fait un check réel sur ces hypothèses qu'on a retenues. Et effectivement, dans notre réponse à l'AAP, donc à l'appel à projet sur les communs numériques dans le domaine de l'IA générative, on a tout un lot dédiés, enfin dans les même 2 qui sont connexes à ça, qui traitent effectivement à la fois des systèmes d'évaluation. Et les systèmes d'évaluation, l'idée c'est d'arriver à une modélisation certainement. Moi mon rêve, ce serait effectivement qu'on ait d'autres lois que les scaling laws qui ont conduit la construction des modèles qu'on a aujourd'hui, mais qui ne semblent pas être, en tout cas selon moi, la bonne stratégie. Mais il faut le démontrer. Merci Jean-Pierre.